Allez, bonjour à tous. Vous êtes sur le Nolio podcast, comme vous l'avez entendu dans cette introduction exceptionnelle. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas Guineuf pour me livrer à une question sur le terme week-end shock qui est abordé. Alors, principalement en trail, et c'est de ça qu'on va un petit peu parler, même si on va le décliner dans d'autres sports. Mais on le voit aussi dans d'autres disciplines, comme par exemple la course sur route, on commence à le voir. Et donc Nicolas est là pour nous parler de ce thème aujourd'hui. C'est le secret de l'endurance qu'il a décidé de nous livrer. Nicolas, bonjour. Salut Hugo, comment vas-tu? Eh bien écoute, moi là je suis en pleine forme. À l'heure où on enregistre, c'est une journée de repos. Alors je suis évidemment surexcité. J'ai pris une tisane camomille pour me calmer un peu. Mais voilà. Et toi, Nicolas, dans ce beau soleil du sud de la France? Très bien, très bien. Alors, effectivement, il fait un temps magnifique. Je suis du côté d'Aix-en-Provence, moi, et là, il fait froid le matin, mais après ça s'améliore dans la journée. Mais effectivement, je te confirme, il fait un super temps aujourd'hui. Hmm. Merci à toi, Hugo. Merci à Nolio de me recevoir dans le J'ai cru que podcast. tu allais dire merci au changement climatique pour cette belle météo. Eh bien, voilà, c'est vrai qu'alors, Nicolas, on va te présenter un petit peu avant d'y aller pour ce Week-end Shock, cette problématique aussi, on va revenir dessus. Nicolas, toi, je pense que tu es pas mal connu parce que tu es l'animateur du Let's Try podcast. Tu arrives quand même gentiment à 200 épisodes, ce qui n'est pas rien. Tu es également pratiquant de trail, c'est là où on s'est rencontrés, je pense, en 2020. Assez récemment, tu as effectué un tournant dans ta vie professionnelle puisque tu t'es réorienté et tu es devenu entraîneur au sein de la structure Expert Sport Coaching. Vous êtes quatre et tu es même membre d'un club affilié à la Fédération française d'athlétisme. Voilà, Nicolas, est-ce que mon résumé te convient? Tout à fait. Tout à fait. Merci déjà de dire que je suis assez connu, hein, ça me fait plaisir. Effectivement, le Let's Try Podcast, c'est un podcast que j'ai lancé fin 2019 et écoute, qui fonctionne assez bien. Je prends un véritable panard à faire ce projet, hein. Tu sais de quoi je parle, parce que toi aussi, tu es podcasteur, tu as un podcast toi-même. Effectivement, en fait, ça a été un petit peu le déclencheur, hein, de ma reconversion professionnelle. J'étais dans les télécommunications, donc absolument rien à voir. Mhm. Ça a été un élément déclencheur de ma concrétisation de cette reconversion professionnelle qui m'a vu passer des bureaux à l'extérieur et à ma passion qui est le sport et le trail plus particulièrement. Après, effectivement, je suis pratiquant depuis 2012, donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais du trail. Et là, je me mets tranquillement à l'ultra, puisque cette année, je vais tenter mon premier ultra, mon premier vrai ultra à Madère sur le Mute. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Est-ce que tu peux donner les chiffres du Madère International Ultra Trail pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est 115 kilomètres et 7000 mètres de dénivelé positif. Et on traverse l'île en fait de Madère, qui est une île dans les Açores au large, à l'ouest du Portugal. Et effectivement, qui est assez reconnue pour être avec des conditions météo souvent compliquées et qui ressemble un petit peu a priori à l'île de la Réunion. Alors, je suis jamais allé à Madère. Je suis allé à l'île de la Réunion par contre. Et effectivement, il me tarde là. On enregistre en février et le Mute a lieu mi-avril. Donc, il me tarde d'y être et la préparation est en cours avec Thomas Pigois, notamment, que je salue et qui m'accompagne et qui fait partie des quatre associés d'Expert Sport Coaching, effectivement. Eh oui, tu es un tout petit peu plus de 2 mois, alors on y reviendra tout à l'heure. Peut-être viens-tu d'effectuer un fameux Weekend Shock et je disais, ton podcast Let's Try, on va citer pendant cette entrevue entre nous là maintenant, là on va citer des gens que tu as reçus comme Guillaume Millet qui est très intéressant toujours à écouter ou à lire puisqu'il a réédité son livre récemment. Il faut aimer la lecture, hein, c'est plutôt volumineux Consistant. comme ouvrage, ouais. Alors, le Weekend Shock, nous, on va en parler, Nicolas, dans le sujet que tu maîtrises, c'est-à-dire l'entraînement pour les trailers, c'est eux que tu as entre tes mains. Mais je démarre tout de suite le podcast en extrapolant ça à tout un tas d'autres sports, puisque
De plus en plus, il y a le cyclisme d'ultra-distance. Et là, on peut saluer un autre podcasteur, Arnaud Manzanini, Ultra Talk Podcast. Arnaud, qui est aussi organisateur de la RAF, la Race Across France, à ne pas confondre avec la RAAF, qui est sa grande sœur aux États-Unis. Et Arnaud propose tout simplement 1200 km de vélo à travers la France, avec le massif des Alpes à franchir, ce qui n'est pas rien. Et eh bien, ça rassemble pas mal de sportifs, bien sûr des cyclistes, mais aussi des gens qui font de la course à pied, qui pratiquent l'entraînement croisé, qui vont sur cette RAF. Donc le week-end choc peut être intéressant pour ces gens-là, parce que 1200 heures, 1200 km de vélo, ça représente, je crois que c'était 3 bonnes journées pour le vainqueur. Euh, L'Ironman aussi, puisque pour la plupart des gens qui vont s'y lancer, suivant le profil, on va être entre 10 et 12 heures pour la masse, entre guillemets. Le cyclisme longue distance en tout genre, hein, puisque c'est pas rare l'été d'avoir quelques cyclosportifs de quasiment 200 bornes avec un dénivelé énorme. Je pense notamment à la Marmotte, ou sur plusieurs jours, la haute route. Les courses de 100 km sur route qui n'ont pas disparu et qui finalement ont un petit peu le vent en poupe, avec un nombre d'engagés qui recommence un petit peu à croître. On peut citer le fameux 100 km de Millau en septembre, si mes souvenirs sont bons. Et puis, bien sûr, le sport nautique. Alors, c'est vrai que le sport nautique, on suppose pas forcément que la personne court ou fasse du vélo, mais si, quand on le fait vraiment à bon niveau, tous les skippers pratiquent un sport d'endurance lorsqu'ils ne sont pas en mer et, ou sur l'océan. Et justement, eux aussi vont s'entraîner pour réaliser des efforts. Alors là, on compte plus en jours, mais parfois en semaines. Donc, un podcast qui peut intéresser énormément de disciplines. Alors, Nicolas, la problématique est la suivante. Le sportif d'endurance doit faire beaucoup d'heures d'entraînement dans la semaine. Ça, on a tous compris que si on voulait faire un effort très très long, il va falloir beaucoup s'entraîner. Et entre son travail, éventuellement sa famille, la semaine, elle passe vite, elle s'enchaîne. On n'a pas le temps de faire des très longs entraînements, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup. Et du coup, il reste le week-end. Il reste le week-end, les disponibilités sont là le week-end. Alors, comment doser ce week-end? Peut-il être parfois extrême, comme celui que tu vas nous proposer, le week-end choc? Tout d'abord, Nicolas, qui a inventé ce terme? Alors, tu l'as cité juste avant dans ton introduction, qui a été euh, parfaite. Guillaume Millet, Eh oui, que tu as reçu. que j'ai reçu, et notamment dans le cadre de ce sujet très précis du Weekend Shock. C'est lui qui a, dans les années 2000, je crois que c'est 2006-2007, enfin tout début des années 2000, lui est pratiquant de trail, d'ultra trail. Bien sûr. Il avait d'ailleurs un très bon niveau en ultra notamment. Et Podium sur le tort des géants. exactement. Et en fait, il s'est demandé à la suite de ses participations à l'UTMB, comment on aurait la possibilité de s'entraîner spécifiquement, on va revenir sur le terme de spécifique, mais spécifiquement à la pratique de l'ultra-trail et quel entraînement était potentiellement le plus impactant et nous permettrait d'arriver le mieux préparé dans le cadre d'un ultra-trail. Donc c'est bien Guillaume Millet qui a inventé ce terme donc au début des années 2000. Euh, comme tu le disais, il est passé dans le podcast pour parler de ce sujet-là. C'était le Euh, numéro 156. Merci beaucoup, magnifique, magnifique. Et effectivement, déjà dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que on, on peut parler de week-end shock à partir du moment où on se dirige sur effectivement de l'endurance longue, effectivement. Et ce qui est important de dire dans un premier temps, c'est que je pense que nous, on voit aujourd'hui beaucoup de sportifs se lancer dans l'ultra-endurance, dans les efforts très longs, etc. Et ce qu'il faut dire en introduction, je pense, et ce que nous on met en avant chez Expert Sport Coaching, c'est que travailler sur de l'ultra-endurance, c'est spécifique
au niveau du cardio, au niveau des zones d'intensité, etc. Et que cette manière-là, cette intensité-là qu'on retrouve, et que toi tu retrouves aussi, Hugo, hein, parce que tu es pratiquant aussi d'ultra-trail, sur des courses longues, c'est une intensité spécifique qui est une intensité modérée et donc quand on va se préparer pour un ultra trail, c'est très spécifique à cette intensité modérée, voire faible, et on ne peut pas tout travailler à la fois. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est que quand on veut préparer un ultra trail, il faut vraiment se mettre dans cette logique d'intensité spécifique à l'ultra, qui est en règle générale en dessous du seuil ventilator 1, en dessous du seuil du SV1, donc l'endurance fondamentale, voire même un peu plus bas. Et donc, c'est une introduction qui est importante à mettre en place pour dire que, d'ailleurs, j'ai entendu récemment un podcast avec quelqu'un que tu connais qui ne comprenait pas, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le milieu de l'endurance et dans le milieu du trail running, qui nous voyait un petit peu de l'extérieur et nous disait, il planifie des gros week-end shocks, on ne comprend pas trop bien à quoi ça sert au niveau cardio, au niveau physiologie, etc. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure de notre discussion, c'est que ces week-end shocks, ils ont pas réellement tendance à travailler la physiologie ou la capacité cardio-respiratoire, mais plutôt tout un tas d'autres paramètres en lien avec l'ultra, comme le matériel, la nutrition, la gestion de course, le pacing et tout un tas d'autres paramètres. Donc voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire Qui pour c'est parler de ce qui a week-end dit shock. ça? Balance, Nico. C'est RC, ça commence par Rudy et je ne donnerai pas le nom. Ah oui, oui, oui. Ah, mais je l'ai entendu, moi aussi, Je salue exactement. Rudy d'ailleurs Mais que il va j'adore et que découvrir j'écoute. peut-être plus tard. Il est trop science. Donc voilà, c'est pour dire que effectivement, ce terme, déjà le terme choisi weekend shock, il peut paraître un peu perturbant parce que c'est vrai que c'est plutôt péjoratif comme nom. Mais nous, dans le cadre de l'ultra ou des trails longs, on a tout un tas de paramètres comme la résistance aux impacts, à la descente notamment, qu'on doit travailler par tout un tas de manières. Et effectivement, le weekend shock, comme le dit très bien Guillaume et comme l'explique très bien dans son ouvrage Ultra Trail, Plaisir, Performance et Santé, que je recommande à tout le monde, il explique très bien, c'est un des moyens qu'on a pour travailler spécifiquement beaucoup de paramètres de ce qu'on retrouve en ultra trail, notamment. Ok, ouais. Alors, du coup, toi, en tant qu'entraîneur, Nicolas, tu as tes ouailles sous la main. Alors voilà, en début d'année, ils te font part de leurs différents objectifs. Ça, tu en discutes avec eux si c'est pertinent ou non. Une fois que les choses sont actées, à partir de quel moment tu vas amener une personne à planifier son week-end choc? De manière générale, je pense qu'on peut envisager, alors ça dépend aussi de d'où part la personne, Et oui, bien sûr, parce euh, que un ça dépend de trail son niveau de de base. 50 km, il va être fait en 5 heures pour certains, en 10 heures pour d'autres. Donc, Exactement. Donc ça, c'est toute une analyse à faire en amont, hein, du niveau de son coureur, de son trailer, je dis, c'est un peu péjoratif, mais de la personne dont on s'occupe. Donc on va déterminer en fonction de différents tests de niveau, que ce soit des tests VMA, des tests d'endurance active, etc., essayer de dresser un petit peu le profil de son trailer ou de sa traileuse. Et à partir de là, en fonction des objectifs que la personne nous propose ou nous met en évidence, on va faire, hein, une relation entre son niveau, l'objectif qui est mis en place, comment dire, la, hum, est-ce que cet objectif est envisageable dans les conditions actuelles? Auquel cas, on lui dit, si ce n'est pas le cas, on lui dit que effectivement, nous, on estime que c'est pas forcément légitime, pas forcément judicieux de partir sur un ultra trail quand on a commencé le trail il y a 6 mois et qu'on a fait un trail de 20 ou 30 km au maximum. On va lui dire que c'est pas forcément judicieux. Et donc, à partir de tous ces paramètres-là, on va déterminer ensemble si oui ou non il est judicieux de partir sur l'objectif qu'il a choisi ou qu'elle a choisi. Et ensuite, une fois qu'on a décidé ensemble que cet objectif est envisageable, eh bien, en fonction de l'objectif et du niveau, et effectivement, tu le parlais du temps de course qui va être nécessaire pour atteindre cet objectif, eh bien, on va mettre en face, nous, ce qu'on estime être de la progressivité dans les sorties longues du week-end, tout d'abord.
qui vont s'allonger un petit peu et en prenant garde de pas faire les sorties longues en intensité trop importante. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif, eh bien, on va mettre en place des week-ends, des pré-blocs, ce qu'on appelle nous, hein, des blocs de préparation au bloc, au fur et à mesure de la préparation pour arriver, on va dire, quelques temps avant l'objectif principal avec ce fameux bloc de préparation qui sera un petit peu la répétition générale, entre guillemets, de l'objectif attendu. Ok, alors est-ce que, est-ce que tu as une fréquence, justement, une fois que cet objectif il a été défini à la fois par le désir de l'athlète et par la cohérence que toi tu mets en face, euh, comment tu vas faire? Tu vas lui en mettre un par semaine, un par mois? Tu vas démarrer 8 mois avant, 4 mois avant? Comment tu les places dans l'emploi du temps? Alors, il y a deux choses. En règle générale, et c'est encore une fois Guillaume Millet en parle très bien dans son ouvrage, il y a ce qu'on appelle l'effet protecteur. C'est un mécanisme du corps humain qui est que notamment dans le cas de descente, d'efforts excentriques, les fibres musculaires se régénèrent, se réparent et elles deviennent encore un peu plus fortes que ce qu'elles étaient auparavant. Et cet effet protecteur, il aurait tendance à perdurer 3 semaines, 4 semaines, voire 5 semaines. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre le dernier bloc de préparation, le dernier week-end choc, aux alentours en fonction du profil de course et de la distance de course, mais entre 3 semaines et 5 semaines avant l'objectif, pour arriver à l'objectif principal avec encore les bienfaits de cet effet protecteur qui, notamment dans le cas des efforts excentriques et des descentes, aura encore un intérêt. Nous, ce que je mets en avant et ce qu'on fait à peu près tous avec Expert Sport Coaching, c'est que on essaye, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver à ce bloc qui a lieu 3 semaines jusqu'à 5 semaines avant l'épreuve, eh bien de faire en sorte d'arriver jusqu'à ce week-end choc le plus progressivement possible en y allant par étapes, hein. C'est-à-dire que on va faire par exemple le dernier week-end choc 4 semaines avant l'épreuve. On va faire un pré-week-end choc, on va Ce dire sera le pire, encore. lui. Voilà, ça sera le plus. En fait, Le meilleur. voilà, ce sera le meilleur ou le pire, en fait. Mais Le plus en gros, fait, quoi. ce qu'il faut mettre en avant quand même, c'est que euh, nous, ce qu'on pense, et ce qui est un peu. C'est ce qui est quand même le plus logique, et Jason Koop, qui est un entraîneur qui est assez reconnu aux États-Unis, qui a un super podcast qui s'appelle Jason Koop, le Koopcast, et qui en parle très bien. Il dit il faut, et ça, et c'est la logique, hein, il faut, dans une préparation, aller du moins spécifique au plus spécifique. Et je pense que c'est une vérité absolue, hein. C'est-à-dire que quand on doit se préparer pour quelque épreuve que ce soit, quand on va se préparer sur un semi-marathon, sur un marathon, et plus la préparation va avancer, et plus on va se retrouver sur des allures spécifiques à l'épreuve qu'on prépare. Et bien nous, pour l'ultra, c'est pareil. C'est-à-dire que l'idée, c'est au fur et à mesure que la préparation va avancer, l'idée, c'est de tendre vers le format de l'épreuve, la technicité de l'épreuve, le ratio au kilomètre distance de l'épreuve. Et donc, cette, euh, cet intérêt d'arriver effectivement, comme tu le dis, sur le dernier bloc, le pire, on va dire, l'intérêt, c'est d'avoir un bloc de préparation, le dernier, qui ressemble le plus possible à l'objectif final, que ce soit, donc, comme je le disais, en termes de technicité, en termes de dénivelé et ratio dénivelé-distance, et on l'a pas dit non plus, mais ce bloc, on va le séparer en 2, 3, voire 4 jours. Et nous, c'était peut-être ta question qui allait suivre, mais ce qu'on aime bien faire, c'est essayer de respecter sur entre 2 et 4 jours, faire l'équivalent de la course, c'est-à-dire que ce soit en distance, en dénivelé, sur 3 ou 4 jours, 2, 3 ou 4 jours. Et en essayant aussi autant que possible de mettre le trailer et l'ultra-trailer dans les conditions similaires, que ce soit en termes comme je disais, de technicité, etc. Et donc, c'est pour ça on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais c'est intéressant aussi de faire ce week-end choc en reco, et je pense que voilà, ça peut aider beaucoup d'ultra-trailers, notamment en ce qui concerne l'aspect psychologique de l'approche de l'épreuve, quoi.
Ah, c'est intéressant. Alors, le petit parallèle avec d'autres sports, on pourrait par exemple penser à un cycliste de la région parisienne qui s'entraîne régulièrement et qui veut participer à de très très belles cyclos en montagne l'été, parce que les Pyrénées ou les Alpes lui font envie. Et effectivement, si on fait une petite photocopie de ce que tu dis, eh bien, ce sera intéressant pour lui d'avoir un petit week-end. Alors, ça tombe bien, en général, avant l'été, il y a les week-ends de mai avec le 1er, le 8 mai et puis l'Ascension. D'avoir un week-end dans la montagne pour que justement il s'habitue à faire du cyclisme à la montagne plutôt que d'habitude dans sa région plutôt plate. Euh, comment tu... Donc tu nous l'as dit à demi-mot, tu essayes dans le week-end choc, donc sur 2, 3, 4 jours. En 4 jours, c'est quand on est syndiqué, ça, 4 jours, Nicolas. On Euh, va parler de l'organisation ouais. après aussi. Ah oui, C'est très bien, important. très bien, très bien. Euh, Du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'on entend le terme week-end choc. Alors, est-ce que je vais partir en stage commando? Je vais faire. Dès que le soleil se lève, je pars courir et puis je rentre uniquement quand il se couche. Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Alors, comme je le disais précédemment, l'idée, Quelle c'est est la recette? d'arriver comment dire, à faire une photocopie, hein, comme tu le disais, du format de course. Alors, c'est pas toujours évident, hein, surtout quand on prépare un 100 miles ou un ultra de longue distance. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais l'idéal, c'est d'arriver à reproduire sur plusieurs jours le format de course. Donc, on va séparer, par exemple, si je dis je prépare un ultra de 100 km, on va par exemple essayer de faire 30 km par jour et on applique la même logique sur le dénivelé. Si par exemple j'ai 10 000 mètres de dénivelé ou 9 000 mètres de dénivelé sur la course, je vais essayer de faire en sorte de répartir ces 9 000 mètres de dénivelé sur 3 jours, par exemple. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, on va aussi s'appuyer sur le profil de course. Par exemple, on sait, pour mon cas, là, je prépare Madère en ce moment, on sait très bien que sur Madère, la grosse partie du dénivelé se fait sur la première moitié de l'ultra et que la deuxième moitié de l'ultra est beaucoup plus roulant et se fait sur des portions qui sont beaucoup plus descendantes et les difficultés liées à l'ascension sont moins importantes. Donc, si on prend cet exemple-là, si on fait notre week-end choc en vue de la préparation du mute, on va faire en sorte que sur les 2 premiers jours, on ait le plus possible de dénivelé et sur le troisième jour, on soit sur quelque chose qui soit un peu plus roulant pour essayer de recoller, euh, pour habituer, hein, pour donner des signaux d'habitude au corps pour faire en sorte qu'il ait l'habitude qu'il ait déjà l'habitude de ce qu'il va rencontrer à l'objectif. Et oui, parce que si à la fin de ton 110 km, tu as 10 km de plat à faire, c'est pas en développant, enfin un petit peu, mais c'est pas en développant ta vitesse que tu vas arriver à mieux les faire, puisque le jour J, il faudra être capable de les courir, mais avec une très très grosse fatigue de tout ce que tu as fait avant. Exactement. Exactement. Et c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que on en a parlé un petit peu au début de l'épisode, mais en ultra, il y a, quand on regarde un petit peu les, euh, le tableau des performances, des paramètres de performance liés à la performance en ultra trail de Guillaume Millet, on se rend compte qu'il y a euh, la VO2 max, l'endurance faible intensité, le pacing, le coût énergétique, les facteurs psychologiques, la nutrition, la chaleur, l'humidité, le matériel. Donc tout ça, c'est des paramètres qui s'entraîner sur la semaine ou les sorties longues de 2 3 heures, on aura difficilement la possibilité de s'entraîner pour ce type de situation-là, alors que sur des week-end shocks, on parlera aussi de la sécurité à la fin pour mettre des petits bémols aussi sur les week-end shocks, mais on aura la possibilité de travailler tous ces paramètres dans le cadre de ce week-end shock. Et je le répète encore une fois, ceux qui entendent ça d'un point de vue un peu extérieur, ils peuvent se dire, oh là là, les mecs s'entraînent, on va dire, entre 5 et 10 heures par semaine, en s'entraînant 3 4 fois par semaine et 2 heures par jour. Et ils vont faire un week-end shock de plusieurs heures sur 3 jours, ça va pas passer. Mais l'idée aussi, c'est comme je le disais tout à l'heure, de planifier tout au long de la préparation quelques petits voilà, des pré-blocs qui permettront d'arriver à ce fameux bloc mieux préparé et plus solide, quoi. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous donner
la définition d'un week-end, peut-être en prenant ton exemple là, alors toi, cette fois-ci d'un point de vue du coureur et pas de l'entraîneur, tu dois en subir en ce moment. Peut-être viens-tu d'en faire un ou vas-tu en faire un? J'imagine qu'il y a un peu plus de 2 mois de la course, là, tu dois pas être loin d'un week-end choc. Qu'est-ce que tu mets dedans, sachant que tu vas en faire des plus durs après, hein, si j'ai bien compris ta philosophie? C'est ça. Donc là, en fait, moi, c'est un peu particulier puisque j'ai déjà avec Thomas Pigot, on a allongé les sorties longues du week-end, hein, on a mis plus de dénivelé, étant donné que le ratio sur le minute, il est assez important, hein, il est de 1 pour 50 puisque c'est à peu près 115 pour 7000 mètres de dénivelé. Donc c'est au niveau ratio dénivelé, on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Donc on a augmenté dans les sorties longues le type de sortie longue. Alors là, quand je parle de sortie longue, je ne parle pas de week-end shop ou quoi, hein, je parle vraiment des sorties longues de 2, 3 heures, 4 heures le week-end dont les ultra-trailers et les trailers font régulièrement. On a augmenté le ratio dénivelé-distance pour faire en sorte de se coller là, déjà dans le cadre des sorties longues sur le ratio qu'on va avoir à l'objectif. Et puis, toutes les 2, 3 semaines, on met des enchaînements, des sorties qui sont un peu plus longues. Pour petit à petit, là, donc là, arriver à mon pré-bloc qui a lieu ce week-end, là, sur lequel je vais devoir enchaîner deux belles sorties longues avec un ratio important. Et moi, la particularité que j'ai, c'est que le vrai bloc, le vrai week-end choc que je vais faire, qui sera à peu près un mois avant, en fait, j'avais la volonté de courir le Grand Raid pardon, le Trail du Ventoux qui a lieu mi-mars sur le format 47 km. C'est un trail que je voulais faire depuis très longtemps. Et effectivement, on a la possibilité aussi, alors c'est peut-être pas la meilleure des situations parce qu'on sait très bien, et toi tu le sais Hugo, que quand on s'inscrit sur une course, qu'on a un dossard, on a tout sauf envie d'avoir la main sur le frein à main. Et donc, on a toujours une logique quand on s'inscrit à une course d'être un petit peu voilà, dans la compétition aussi. Donc, c'est pas forcément le plus judicieux, mais là, en l'occurrence, ce pré-bloc, ce bloc qui aura lieu un mois avant me concernant, dedans sera intégré le Trail du Ventoux. Avant la course, je ferai donc encore une sortie longue qui sera assez conséquente pour faire ce bloc-là qui me préparera à l'objectif mi-avril. Voilà pour ma partie, pour le côté sportif. D'accord, donc le samedi, une sortie longue, plus ou moins en solitaire, Mhm. sur un rythme qui collera à ta course à Madère. Exactement. Et le dimanche, tu participes aux 45 km du Ventoux, mais là, est-ce que tu vas contrôler ton rythme avec un cardio-fréquence-mètre ou des points de passage à respecter au ravitaillement? Alors là, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, moi, de toute manière, je cours toujours avec Tu un parlais cardio. du SV1 tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu vas te forcer à pas le dépasser, par exemple? Je pense que je vais tourner autour sur le format sur le Trail du Ventoux, mais bon, étant donné que j'aurais fait une belle sortie en rando course, hein, c'est ce qu'on appelle nous, pour les auditeurs qui connaissent pas trop le milieu du trail, c'est les fameuses rando courses. Hein, vu que j'aurais fait une rando course la veille sur une sortie longue, sur le Trail du Ventoux, forcément, j'aurais peut-être aussi un peu moins les capacités d'aller chercher loin. Donc, naturellement, en fait, hein, le Trail du Ventoux sera fait à une intensité qui sera moindre. Donc voilà. Et ce qui est important de dire aussi, et on en a parlé tout à l'heure, ce qui est important dans le cadre de ces week-end shocks et des sorties longues notamment, c'est qu'on n'est pas. Alors, on travaille son endurance fondamentale, sa capacité à endurer un effort longtemps, mais on n'est clairement pas dans ce cadre, dans le cadre de ces week-end shocks, on n'est clairement pas sur un travail physio proprement parlé. On ne va pas développer sa VO2, sa VMA, son seuil, son endurance active, etc. Et donc, on est plutôt sur une logique vraiment de travailler tout sauf ça, justement, hormis sa capacité à passer des longues heures dehors. Donc, théoriquement, si on fait ces week-end shocks ou ces sorties longues en dessous d'un certain seuil et à une intensité qui reste relativement faible à modérée, il y a de la fatigue qui se crée, mais c'est quand même quelque chose qui est facilement gérable. Toi, Hugo, je pense que tu es aussi au fait de ce genre de. Tu en fais aussi avec Patrick, me semble-t-il.
sur les week-end shocks, on dit souvent, voilà, essayer de rester en dessous du SV1 pour essayer de limiter la fatigue, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Moi, ce qui me fait surtout progresser dans ce genre de week-end, en fait, c'est que vu que tu vas avoir un nombre d'heures passées dehors tout à fait déraisonnable, hein, puisque tu vas en faire quasiment le plus possible, tu as une adaptation aussi au niveau des... Et ça, les cyclistes peuvent nous comprendre hein, avec le nombre d'heures passées sur la selle. Et certes, il y a la bonne position, la bonne selle à trouver, mais au bout d'un moment, il faut mettre ses fesses sur la selle et attendre que ça se fasse. Nous, en tant que coureur, c'est un peu pareil au niveau des pieds. Toi, tu es proche de la Sainte-Victoire, qui est un terrain agréable pour préparer le mute, je pense. Beaucoup de cailloux, beaucoup de... Exactement. Voilà, la pose de pied, bah, c'est pas comme sur la route. À un moment donné, ton pied va être penché vers l'avant, vers l'arrière, tu auras des échauffements. Et c'est vrai que si tu n'as jamais eu d'échauffement sur les pieds, si tu as une peau de bébé, c'est délicat sur une course longue. Euh, Au même titre qu'un cycliste qui va passer pour la première fois 10 heures sur sa selle. J'avais vu passer des préparations de Sylvain Georges qui avait fait plusieurs 300 km avant de se lancer sur le 1200 km de la RAF. Et ouais, au début, il a découvert tous les petits traumatismes. Alors, il y a aussi le sang dans les mains là, auquel il a eu un petit peu de soucis. Et ça, c'est des choses qui, effectivement, ne s'entraînent pas le reste du temps parce que c'est pas une qualité cardiaque, c'est rien du tout. C'est simplement le matériel qu'englobe son corps Mhm. Exactement. pour l'utiliser. Et puis, bah, on peut parler du matériel aussi pendant ce week-end choc parce que comment tu manges, comment tu bois, qu'est-ce que tu emmènes avec toi sur ton dos. Est-ce que tu t'en profites pour pousser ce curseur aussi, le curseur du matériel, qui, dès qu'on fait un peu Mhm. extrême, prend tout son sens? Ouais, c'est important ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est aussi un des points importants de ces fameux week-end shocks ou de ces sorties longues, c'est que c'est vraiment une des caractéristiques de notre trail, qui d'ailleurs, de notre sport, qui d'ailleurs, soit dit en passant, on a tendance un peu à comment dire, à le, comment dire, j'arrive plus à trouver les mots, mais excuse-moi. On ah, j'ai un trou de mémoire. Tu pourras couper ça? On le sous-estime. On le sous-estime. Voilà, effectivement, on le sous-estime. Merci, Hugo. Et oui, on pense que parce qu'on va Ouais, à un rythme lent, c'est pas exactement. dur. Exactement. On Mais le effectivement, au sous-estime. niveau du cœur, c'est pas Mhm. dur. Moi, je vois par Mhm. exemple l'an passé, au bout de 20 heures, j'ai été capable de remettre mon cœur entre SV1 et SV2. Mhm. Mais c'est pas ça qui me limitait. Mhm. Tout à fait. Donc, effectivement, on le sous-estime, ce sport, et notamment l'ultra trail et les efforts longs, mais c'est effectivement, par le temps passé dehors aussi, il y a qu'un seul moyen de vraiment travailler et d'être prêt pour un événement, me semble-t-il. Après, on peut réussir à faire un UTMB ou une Diagonale des Fous sans faire de week-end shock, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais si on veut vraiment se mettre dans les conditions optimales pour arriver à boucler un objectif, eh bien, il faut se confronter, de mon point de vue, à ce qu'on va retrouver dans l'objectif. Et quand tu parles du matériel, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, à un moment donné, on pense que plus tu vas être loin de l'objectif et plus tu vas pouvoir te permettre de tenter du matériel différent, des sacs, etc. Mais ce qu'on conseille, nous, à nos athlètes, c'est de se dire, plus vous allez vous rapprocher de l'événement et des week-end shocks notamment, dans le cadre de ces sorties qui vont se coller de plus en plus à ce qu'on va retrouver pendant l'objectif, et plus il va y avoir un intérêt à utiliser. Donc, on le dit souvent, hein, de manière générale, hein, il faut jamais tester le jour J, etc. Ça, c'est clair. Mais en ultra-trail, en trail long en particulier, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres, plus on va se rapprocher de notre événement et plus lors de ces week-end shocks, on aura intérêt à vraiment affiner son choix de chaussures, affiner son choix d'hydratation, de nutrition, affiner son choix de matériel, de veste imperméable, de gants, de bonnets, etc. Essayer de faire en sorte qu'au fur et à mesure, tous ces pré-blocs ou ces week-end shocks,
permettent d'affiner notre stratégie de course et que le jour de l'objectif, eh bien, on est vraiment testé, qu'on limite. Et d'ailleurs, c'est toi qui disais dans un de tes épisodes sur ton podcast, tu disais, voilà, il faut limiter, il faut préparer son objectif pour que si j'ai un problème, eh bien, je puisse trouver une solution pour contourner ce problème. Et c'est ça qui est hyper important dans le cadre de l'ultra-trail, hein. C'est un peu ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. On banalise un petit peu les ultra-distances, les longues distances, etc. Mais ça a ceci de particulier qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte et plus on va se mettre dans la situation rencontrée dans une ultra-trail et plus on sera à même d'y répondre. Ok, ouais. Et je vois un autre problème, Nicolas, sur ces courses longue distance. Et là, on peut même faire un parallèle avec les speakers qui ne peuvent pas dormir en fait sur leur bateau, par exemple la route du Rhum, le Vendée Globe, tous les trucs un peu extrêmes quoi, Mhm. en sport nautique comme ça. C'est la problématique du sommeil. Et sur des ultra-trails, c'est pareil. Beaucoup vont mettre une quarantaine d'heures pour réaliser un vrai ultra-trail de 100 miles, etc. 48 heures peut-être même. Et à ce moment-là, il y a 2 nuits qui sont chantées. Je pense à l'Italien, comment il s'appelle? Je revois sa tête là du team Oka, qui avait abandonné le Tour des Géants, Franco Collet. Voilà. Mhm. Il était à 20 ou 30 km de l'arrivée. C'est une course qui en compte un petit peu plus de 300, avec un dénivelé énorme, puisque c'est le tour du Val d'Aoste en Italie. Quand on l'a fait en vélo, on comprend qu'à pied, c'est dur par les montagnes. Et il a abandonné, en fait. Il s'est senti fatigué. Il a décidé de rendre son dossard. Voilà. Alors qu'il avait la course gagnée. Voilà, personne n'a compris. Et en fait, c'est parce que son cerveau a commencé à déconner avec le manque de sommeil. Et tu nous as pas parlé dans ton week-end choc, Nicolas, si tu allais, et ça c'est vrai que c'est dangereux hein, comme curseur, si tu allais influer sur le sommeil, c'est-à-dire éventuellement euh, faire ta sortie longue la nuit. Alors je peux citer un exemple de ce que j'avais fait une fois. Euh, J'étais parti 6 à 8 heures dehors. Ensuite, j'étais rentré de cette sortie longue, c'était un samedi. Et le soir, je suis ressorti de 23 heures à 2 heures du matin. Ensuite, je suis revenu me coucher. Et je suis reparti le lendemain de 9 heures à 16 heures, je crois. J'avais tenu à peu près 7 heures. Et effectivement, dès le lendemain, avec ce sommeil un peu tronqué, j'avais bel et bien l'impression d'être à la fin de mon ultra. Mhm. Alors, alors moi, je suis pas du tout spécialiste de ce domaine hein, Alors je sais que dès qu'on touche qui a- au sommeil, ça peut être ouais. dangereux, hein, parce C'est que... assez complexe, hein, là, clairement. Moi, moi, j'essaye toujours autant que possible, et ça va aussi avec le fait que je suis assez nouveau dans ce métier, hein. Il faut être humble aussi, parce que moi, comme je disais, je suis formé professionnellement depuis peu. Donc, les connaissances, on les acquiert au fur et à mesure en lisant, etc. Moi, ce que j'ai lu, ce que je pense qui est logique aussi, c'est que je pense on ne peut pas, de mon point de vue, s'entraîner sur ce point de vue-là. C'est mon point de vue, c'est ma vision des choses. Et que si on a tendance à s'entraîner dans des situations de privation de sommeil en pensant que ça va nous aider à, à mieux, comment dire, à mieux réagir le jour de l'événement. Moi, de mon point de vue, je pense qu'on se trompe parce que la meilleure chose à faire pour euh, euh, être le moins embêté sur ce point de vue-là, alors effectivement, le tort des géants, c'est quelque chose qui est tellement énorme que là, on est vraiment sur des situations très spécifiques. Mais je Voilà, pense c'est que 150 heures hein, pour le dernier. exactement. Donc là on est sur vraiment des choses pas le raisonnable, mais voilà, Si, si. on est plus sur quelque chose on est plus sur quelque chose où on peut considérer ça comme des courses à étapes, etc., où on est obligé de dormir. Mais nous, sur les trails longs, les ultra-trails, si on pense en entraînant ce type en s'entraînant, en étant privé de sommeil, etc., je pense qu'on se trompe. Et pour moi, la seule solution, c'est effectivement
autant que possible, et c'est pas toujours évident. C'est d'arriver sur l'épreuve en ayant accumuler le plus possible de sommeil pour avoir justement le moins de dettes possible. Après, il y a un autre sujet qui est, oui, effectivement, on conseille, si forcément, en dépassant les 15 ou 20 heures de course sur les ultras, on aura forcément tendance à avoir une partie en nuit. Donc, on conseille quand même à nos athlètes de faire des portions de nuit pour s'habituer à courir un certain nombre de temps avec la frontale, etc. Mais enfin moi en l'occurrence, je ne conseille pas de se priver de sommeil ou de partir sur une séance d'entraînement ou sur un week-end choc en s'étant privé de sommeil. Voilà, c'est pas ma vision des choses. Après, voilà, d'autres auront peut-être une vision différente. Ouais, elle pourra évoluer. Alors, pour la petite histoire, ça ne m'avait pas servi, en tout cas, pas sur les 2 premiers ultras. Mhm. Euh, Est-ce que tu as un autre exemple de week-end à nous donner? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais de 2, et pour l'instant, on n'a parlé que de 2 à 4 jours. Est-ce que tu aurais une vision à partager sur 4 jours? Parce que voilà, il y a le week-end du 1er mai là qui va. C'est un lundi, donc on a 3 jours. Il y a le week-end du 8 mai, on a 3 jours encore. Et l'ascension qui est juste après, décidément, c'est le grand chelem. Les coureurs vont être vraiment très très bien préparés en juin. Où là, on a 4 jours avec le jeudi qui est férié. Après, c'est toujours pareil, hein, on en revient à ce qu'on disait au début, hein, ça dépend du format de course, etc. Mais si on parle d'un point de vue ultra à proprement parler, sur du 100 miles, par exemple, mais sur Oui, 4 ou jours. ça peut être quelqu'un qui est vraiment très débutant, tu vois, et Mhm. qui va avoir du mal à faire une sortie de 30 kilomètres. Alors, là, on en revient encore une fois à ce qu'on disait au début aussi. Si quelqu'un est vraiment très, très, très débutant, nous, ce qu'on va lui conseiller, c'est déjà de lui demander s'il est débutant et s'il a du mal à enchaîner des sorties assez longues en rando-course, hein, je répète bien, en rando-course. Est-ce que son objectif est judicieux par rapport à son niveau de pratique? C'est toujours pareil, hein. Voilà, encore une fois, on banalise les trails longs, on banalise l'ultra. Ah Nous, oui, notre mais peut-être objectif. justement, Mhm. Nico, peut-être que justement, lui, c'est une personne qui va vouloir finir à 50 kilomètres dans le temps imparti, Mhm. et il va partir pour à peu près 10 heures de course, alors que le gars, voilà, jusque-là, c'est 3 fois 1 heure par semaine, quoi. Ouais, ben voilà, justement, si on se met d'un point de vue d'un trail effectivement de 50 km avec un temps estimé aux alentours de 10 heures, effectivement, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être, là encore une fois, progressivement, l'amener dans sa préparation à un mois avant cet objectif-là. Alors, si on part sur 50, si on part sur un trail de 50 km et qu'effectivement on a un week-end de 4 jours, il est assez peu judicieux de lui dire tu vas faire 4 fois 10 et 1 fois 20, etc. préparer ta course. Ça a assez peu de sens. 3 fois 10 et 1 fois 20, pardon, pour arriver aux 50 km. Par contre, quelqu'un qui fait 50 km, on pourra lui dire effectivement tu pourras sur 2 jours faire 20 km le premier jour et 30 km le deuxième jour avec le ratio dénivelé-distance équivalent. Euh, Quand on parle de week-end choc, de mon point de vue, de 3 4 jours, etc., des gros week-end chocs, on est bien sûr dans le cadre d'ultra qui sont assez, enfin d'ultra hein, tout simplement, qui sont de base d'essence assez conséquents. Après, si on est sur des formats qui sont plus courts, effectivement, on aura plutôt tendance à se rapprocher des week-ends blocs ou des week-ends chocs qui sont plutôt sur 2 jours, quoi. Ok, ouais. Oui, puisque le temps imparti, en général, sur ces très longues distances, c'est de 48 heures. Donc, effectivement, l'un dans l'autre, après, tu vas venir coller un peu à tout ça. Ouais. Est-ce que tu as lu, Nicolas, toujours pour réduire la distance de l'objectif, est-ce que tu as lu dans la clinique du coureur, à un moment donné, ils emploient le terme du week-end shock, donc c'est un livre intéressant, week-end shock pour préparer un semi-marathon. Mhm. Non, j'ai pas lu ça. Pourtant, j'ai lu le livre de la clinique du coureur et ça me parle pas ce passage. Je crois que c'est dans une petite partie de questions-réponses. Donc c'est vrai que Ouais. c'est peut-être pas ce dont tu te souviens comme ça, mais effectivement, donc avec, tu vois, qui était proposé le samedi 2 fois 10 kilomètres à une allure d'endurance fondamentale, et puis le dimanche de la qualité, mais un petit peu sur fatigue, donc une qualité quelque part un peu tronquée.
Mhm. puisque le coureur qui va faire un semi-marathon, bah, c'est vrai que il va aller titiller son seuil, et ensuite, ça va se dégrader un petit peu, et il va être dans une résistance jusqu'à l'arrivée, quoi. Ouais, travailler sur fatigue, ouais, sur l'allure de course spécifique, mais sur fatigue. Oui, ben c'est un peu le même principe, hein, sauf qu'on n'est pas sur la même, on n'est pas sur la même, comment dire, sur la même intensité de course cible, quoi. Mais c'est la même logique. Après, c'est sûr que ça, dans le cadre de l'ultra trail, c'est sûr que ça, j'en reviens encore une fois, hein, mais c'est sûr on n'est pas dans la même logique et effectivement, vu de l'extérieur, faire un week-end shock qui dure plusieurs heures, ça peut paraître délicat et dangereux pour la personne qu'on coach, mais d'un autre côté, quand tu vas faire ton week-end shock, enfin, quand tu vas faire ta préparation bloc là, un petit peu sur un semi, tu ne seras pas sur les mêmes intensités que ce qu'on aura nous sur un bloc de préparation ou un week-end shock en ultra. Donc, on voit bien que c'est la même logique, si tu veux, de préparation pour arriver à être le plus près possible sur le format de course et sur l'intensité de course qu'on a choisi. Mais c'est pas du tout, on peut dire que c'est pas du tout le même sport, quoi. C'est pas du tout la même approche. Sur le semi-marathon, on va faire un week-end de prépa, un week-end bloc pour travailler notamment la capacité à courir à une telle allure, à une vitesse cible. Alors que sur l'ultra et sur le trail long, on sera plutôt sur quelque chose qui nous permettra de développer tout un tas de qualités qui sont hors physiologique, quoi. Oui, et c'est vrai que souvent, en, en trail longue distance, moi, ça fait 1 an seulement, hein, seulement 1 an que je pars à une vitesse beaucoup plus en adéquation avec mon niveau, plus doucement donc. Avant, je partais un peu à fond. Euh, et ce que je vois, c'est que je suis très très loin, du coup, sur les débuts de course, avec des coureurs qui me doublent. C'est pas pour les insulter, hein, mais ils n'ont pas du tout mon niveau. Et effectivement, quelques heures plus tard, on constate qu'ils n'avaient pas mon niveau, puisque je les double sans faire trop d'efforts. Euh, Je te coupe, Hugo, mais c'est la notion de pacing, hein. Le pacing, c'est voilà. la gestion du rythme. Je ne sais pas si tu voulais en parler juste Eh ben, c'est après. justement où je voulais en Allez, venir. vas-y. Est-ce que le week-end choc n'est pas aussi excellent pour que le coureur sente un petit peu ça? Parce que quand tu vas lui envoyer son plan d'entraînement, alors lui, il a l'habitude d'avoir des semaines un petit peu routinières. Alors, on change un peu la qualité. À un moment donné, on va faire une sortie longue un peu plus longue qu'une autre. Mais d'un coup, paf, se profile à l'horizon le week-end choc. Boum, 2 fois 5 heures de trail. Ouh là là, c'est la première fois qu'il fait ça. Et du coup, est-ce que ça va pas lui apprendre aussi pour une fois, à surveiller son cardio-fréquence-mètre et à pas monter trop haut, à surveiller peut-être d'autres paramètres. Ça peut être l'essoufflement, ça peut être, voilà, Mhm. s'il passe sur des chemins qu'il a déjà fait plusieurs fois, vraiment passer cette fois-ci plus lentement. Est-ce que ça sert pas aussi à forcer les gens à respecter l'allure de la course? Alors nous, ce qu'on met en place beaucoup, est-ce qu'on on n'a quasiment pas de cas où un ou une athlète Vous n'avez pas euh, de tête n'utilise brûlée? n'utilise pas le cardio-fréquence-mètre. C'est vrai que Ah, ok. nous, on est assez, comment dire, pas obtus, mais on pense vraiment, surtout en ultra, que l'utilisation du cardio-fréquence-mètre est un bon moyen, même s'il n'est pas parfait, de jauger son Ouais, intensité moi de le mien course, il hein. déconne là, ça m'agace. C'est pas toujours parfait, hein, j'ai dit, effectivement. Donc effectivement, il faut prendre un peu des pincettes aussi, mais c'est un excellent moyen pour savoir où on en est, pour savoir où on travaille, à quelle intensité on travaille. Et effectivement, pour en revenir à ce que tu dis, dans le cadre du Weekend Shock, c'est un des outils qu'on va aussi demander à nos athlètes, c'est de dire, euh, essayez, en fonction du cardio-fréquence-mètre et de votre intensité, de travailler, de viser, de cibler l'intensité, la fréquence cardiaque que vous aurez hein, sur une grande partie de la course. Alors, on sait très bien que sur une ultra, et toi tu le sais, Hugo, hein, tu commences toujours avec une fréquence cardiaque qui n'est pas la même avec celle que tu termines, hein, forcément. Bah, C'est la fatigue. détrompe-toi, Ouais. Nico. Sur l'UTMB cette année, j'ai fait l'effort de porter la ceinture pendant quasiment 24 heures. Ouais. Et en fait, en gérant bien, euh, il y a des moments où tu vois, j'ai senti que j'allais un peu vite au début, et ça s'est tout de suite vu sur la courbe cardio. Mhm. Bon, ils ont été très peu présents. Et par contre, à la force d'un très très gros travail mental, c'est vrai que dans le final, j'ai recommencé à avoir
les mêmes pulsations qu'au début. Donc finalement, j'ai l'impression que tout est affaire de gestion, hein. Ouais, c'est Mais c'est clair. très fin, hein. Ça se joue à 5 pulsations près parfois, hein. Et ce que tu disais tout à l'heure, on en revient à ce que tu disais par rapport au départ de course. Si tu étais parti les 2 premières heures de ta course à un rythme qui était trop important, tu aurais certainement pas pu arriver à remettre ce coup de collier à la fin. Mm. C'est ce dont on parlait, hein, c'est le pacing. On va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, l'endurance, de manière générale, c'est la capacité à tenir un effort constant. Donc, si, surtout en ultra-trail, on peut le voir aussi en marathon, etc., mais l'objectif premier pour nous, c'est le pacing, c'est d'arriver à pas se cramer dans les quelques premières heures et à subir tout le long de la course. Donc, c'est là encore un paramètre qui se travaille en week-end choc, en bloc, c'est arriver à gérer cette intensité pour être pour être le plus régulier possible sur la durée de l'effort, quoi. Donc, effectivement, sur le week-end choc, c'est pareil. C'est là où on va travailler cet aspect-là. Mm. Ok, donc on a bien ficelé la chose. Le week-end choc, qu'est-ce que c'est? Principalement 2 jours, peut-être éventuellement 3 ou 4, suivant les cas particuliers. Dans ces 2 jours, tu l'as dit, on essaye de découper la course qu'on va réaliser et un rythme qui va être plus ou moins celui de la course. Et normalement, vu qu'on a découpé, c'est plus facile. Bon, ça, on l'a compris. Maintenant, c'est défini. Qu'est-ce qui se passe maintenant avant mon week-end choc? Est-ce que je me repose un petit peu avant de le commencer? Est-ce que j'ai une semaine d'entraînement banale? Comment tu procèdes? Alors, on va faire, nous, hein, après c'est toujours pareil, Est-ce qu'il je faut que mets je boive de la malto 2 jours avant? je rentrais pas dans le sujet Balto, Ah, mais est-ce qu'il y a un petit volet nutrition, tu vois, avant le Ouais, week-end? ouais, bien sûr. Non, non, mais après, on va faire en sorte, et là je mets un petit disclaimer, ce dont je parle, c'est vraiment ce qu'on applique nous chez Expert Sport Coaching, et effectivement, c'est notre approche aussi. Après, c'est pas toujours absolument une vérité absolue, mais c'est nos guidelines, hein, c'est ce qu'on met en pratique. Quand on est dans le cadre de la semaine qui précède un week-end choc, on va effectivement avoir tendance à considérer que c'est un peu l'équivalent d'un objectif secondaire, quoi, d'une préparation à une course. Donc, on va effectivement avoir une semaine qui précède qui sera plus légère pour arriver plus frais et et avec l'envie aussi, hein, sur le week-end choc, parce que souvent ça peut faire peur aussi. Donc, l'idée, c'est voilà, d'arriver à ce week-end choc relativement frais pour passer cet objectif-là. Voilà, c'est au niveau nutrition, hydratation, de manière générale, je pense que de toute manière, c'est un peu, j'ai enfoncé un peu des portes ouvertes en disant ça, mais la nutrition, l'hydratation, voilà, c'est au long cours, c'est toute l'année, c'est pas en faisant des efforts une semaine avant un week-end choc ou avant son objectif qu'on va changer forcément fondamentalement la donne. Après, on peut faire tout un tas de régimes, enfin de manipulation un petit peu liées au glycogène musculaire, etc., en baissant un petit peu les apports, en les augmentant au dernier moment, etc. Mais dans le cadre du week-end, de mon point de vue, dans le cadre du week-end choc, voilà, l'important, c'est de partir avec la fraîcheur. Surtout cette notion de ben, je vais pas trop à l'intensité, je suis plus sur du pacing et effectivement avoir aussi conscience qu'on doit s'alimenter correctement, etc. Et ça peut être aussi, on va rentrer dans un autre sujet aussi, mais si on parle de l'alimentation et de l'hydratation, euh, voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail là-dedans. Là encore, je suis pas tout à fait spécialiste, mais là, pour faire simple, plus on est dans des intensités d'effort qui sont faibles, et plus on aura la capacité d'aller puiser dans nos réserves lipidiques, dans nos réserves de graisse. Et le week-end shock, c'est aussi un moyen d'aller entraîner son corps à faible intensité ou intensité modérée, à aller chercher de l'énergie dans ses réserves lipidiques. Ça, c'est aussi Et oui, important, c'est très important en ultra, quoi. et oui, puisque du gras, on nous rabâche qu'on en a plein et qu'on pourrait vivre sur ce stock. Mais le problème, c'est que tant que le corps n'a pas appris à aller chercher le stock reste stocké, quoi.
Alors après, là encore une fois, je suis pas spécialiste de ce sujet, mais le corps humain, quand il a besoin d'énergie, il va aller là où c'est le plus simple. Donc, s'il a l'énergie la plus simplement à disposition, ben, c'est les glucides. Et quand il en a à disposition, il va servir, il va se Mhm. servir. Donc ça, c'est clair. Après, malgré tout, si on est, comme je le disais tout à l'heure, si on a faible ou si on a faible intensité ou intensité modérée, on le voit très bien quand on fait les tests chez notre partenaire HumanFab. Euh, Plus on est à une intensité faible et plus le corps va piocher aussi dans les lipides. Donc, c'est le double intérêt d'aller faire des week-end shocks à faible intensité. Ça va nous permettre de préparer tout un tas de paramètres, de s'améliorer sur tout un tas de paramètres matériels, etc. Mais aussi, surtout, sa capacité à utiliser ces lipides comme substrat énergétique, quoi. Et alors, donc avant le Weekend Shock, pas spécialement de choses particulières au niveau de la nutrition, on reste sur une moyenne classique. Et pendant, alors, pendant, est-ce qu'il faut manger le plus possible? Est-ce qu'à l'inverse, il faut se priver? Comment on fait? Parce qu'on va plus ou moins passer toute la journée dehors, un petit peu moins au début, un petit peu plus à la fin, puisque tu le disais, le tout dernier week-end choc, celui qui va être vraiment proche de la compétition, celui-là, il va être plutôt costaud. Comment se passe la nutrition à ce moment-là? Est-ce que tu donnes un peu des consignes? Faites pas ci, faites pas ça, attention à ça. On disait tout à l'heure, S'il hein, y a plusieurs repas qui vont sauter, par exemple. ben après, sur une journée, effectivement, voilà, l'intérêt, ça va être quand même de s'alimenter régulièrement. Ça, c'est sûr. Après, il y a deux écoles aujourd'hui, hein, on le voit notamment avec les élites. Donc, bon, après, pas tout le monde est un élite, mais un zélite, comme tu dis. Euh, mais il y a ces deux écoles aujourd'hui qui est de dire est-ce que je m'entraîne à manger beaucoup de glucides? Parce qu'on le rappelle, mais c'est les glucides, c'est les apports glucidiques trop importants qui vont avoir tendance à saturer le foie et vont limiter notre capacité à l'assimiler. C'est aussi c'est la cause qui fait qu'il y a beaucoup de soucis intestinaux dans le cas des ultra-trails. Euh, donc, est-ce qu'on a l'intérêt de suralimenter en glucides, notamment pour habituer notre corps à ingérer le maximum de glucides, ou est-ce qu'on a intérêt à moins manger pour faire en sorte que notre organisme puisse optimiser la capacité à utiliser les graisses comme substrat énergétique? Alors là, effectivement, c'est un sujet hyper intéressant. Il y a deux écoles aujourd'hui. Moi, je serais plutôt de l'avis de dire que j'essaie toujours autant que possible de m'appuyer un petit peu sur la logique. Quand, je le répète encore une fois, mais quand on fait les tests d'effort avec ce qui nous permet de savoir quel substrat énergétique est consommé, on voit que sur les intensités faibles, on voit que c'est majoritairement les lipides qui sont consommés. Donc, si je pars du principe que je vais faire un ultra trail ou je vais faire un week-end choc assez long, donc forcément, mon intensité, si je suis bien mon pacing, ma gestion de course, théoriquement, mon intensité devrait être relativement faible. Donc, de mon point de vue, je pense qu'on aurait intérêt à faire en sorte de travailler au fur et à mesure sa capacité à utiliser ces lipides, donc à pas trop manger. Après, il peut être intéressant aussi, je pense, par moment, de se faire des séances où on habitue son corps à ingérer beaucoup de glucides. Ça peut être intéressant aussi dans certains cas. Mais je pense que malgré tout, sur l'ultra, vu qu'on est à des intensités qui sont relativement faibles, on a un besoin de consommation de glucides qui est forcément plus faible. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à consommer beaucoup, beaucoup de glucides sur un ultra? Voilà, ça, c'est à voir. Et finalement, tout ça, c'est un petit peu de la théorie, puisqu'au final, t'envoies monsieur et madame tout le monde passer 4, 5, 6 heures dans la nature. Ça va être un jour où il fait chaud, ça va être un jour où il pleut. On peut pas décaler, hein, le lendemain, il y a boulot, donc il faut faire les heures. Qu'est-ce que c'est un peu le retour de tes coureurs là-dessus? Est-ce qu'ils ont réussi à beaucoup s'alimenter ou en général, enfin, ou est-ce que justement, là, c'est l'inverse, ils ont été un peu bloqués pour diverses raisons et finalement, c'était peut-être pas le but premier, mais ils se sont retrouvés à quasiment rien bouffer du week-end.
En fait, ça dépend des gens, hein. Tu le vois, toi, autour de toi dans le peloton, hein, il y a des gens qui sont capables d'assimiler énormément de glucides. Alors, peut-être qu'ils sont entraînés, peut-être que c'est une caractéristique aussi de leur système digestif, etc. Il y en a qui sont capables d'ingérer beaucoup de glucides, d'autres beaucoup moins. Donc, ça aussi, il faut faire avec, hein, c'est indépendant de chacun. Après, par rapport au retour d'expérience de nos athlètes, nous, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est qu'on est super attentif au fait de leur dire que quand ils partent sur des week-end shocks comme ça, il faut vraiment qu'ils soient attentifs à ne pas dépasser le SV1 notamment. Et donc, en ayant mis ce warning-là, et en règle générale, ils le respectent assez bien, en fait, après, on se rend compte, et moi aussi pour le vivre personnellement récemment, hein, on se rend compte que quand on ne dépasse pas une certaine intensité de l'effort et qu'on est dans le pacing et qu'on est dans la gestion, on se rend compte que l'alimentation, c'est beaucoup moins un problème dans ce cadre-là. Et moi, je donnais mon exemple, mais en ce moment, je suis plutôt dans la phase où j'entraîne un petit peu mon organisme à utiliser les lipides et entre guillemets en me forçant à un peu moins manger sur mes sorties longues. Et effectivement, je me rends compte que j'ai cette capacité, quand je suis dans une intensité qui est modérée ou faible, à avancer sans forcément avoir besoin de trop m'alimenter. Alors bien sûr, hein, avec les précautions à prendre, il faut toujours avoir avec soi quelque chose pour manger au cas où. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt dans cette logique en ce moment de dire, voilà, je développe cette capacité à utiliser les lipides qui sont présents, qui sont quasi inépuisables. Malgré tout, il faut avoir ce warning, enfin, il y a ce warning qui est de dire ça marche quand dans un cadre d'intensité faible à modérée. À partir du moment où on dépasse une intensité, à un moment donné, il va falloir qu'on consomme du glucide forcément. Ok, ouais. Et du coup, le week-end shock et ce respect d'une allure faible est un moment idéal pour entraîner un peu le coureur à faire ça, puisque c'est vrai que le reste du temps, tu lui donnes toujours des petits exos à faire. Ça va être de la force, ça va être de la VMA, ça va être du seuil, ça va être de la montée-descente pour les fibres, ça va être de la muscu, etc. Donc finalement, le cœur, il va toujours être un peu sollicité quand même. Et là, par contre, cadre strict, voilà, allure course, dessous le seuil ventilatoire numéro un, et à ce moment-là, tu lui glisses gentiment. Voilà, c'est peut-être, tu le fais le samedi ou peut-être le dimanche, ou si ça se passe bien, tu le fais les 2 jours, mais tu essayes de diminuer ce que tu as mangé sur la sortie, quoi. Exactement. Exactement. Hum. C'est ce qu'on on préconise après, toujours, encore une fois, avec le warning qui est de dire, voilà, prends bien avec toi tout ce que tu as besoin au cas où, si éventuellement tu as un petit coup de pompe, etc. Mais voilà, alors après, on va parler aussi de l'aspect sécurité, mais nous, ce qu'on préconise aussi, c'est de ne pas faire les week-end shocks seuls, si possible. C'est pas Pourquoi? toujours ben, en ce qui concerne la sécurité, alors il y a deux problèmes qui se posent, hein. C'est que week-end choc, on va se retrouver un long moment dehors. Si on se retrouve seul, euh, toujours important de dire autour de soi où on va et quel circuit on va emprunter. Ou Ah alors ouais, en cas avec de voilà, chute. en cas de souci, en cas de pépin, etc. Toujours bien prendre soin de prendre tout couverture de survie, etc., téléphone chargé, et puis tout le matériel nécessaire. Euh, mais effectivement, ça vaut le coup dans le cadre des week-end shocks aussi de tester au fur et à mesure de sa planification, hein, au fur et à mesure, on voit comment on réagit, on voit ce qui passe, on voit ce qui passe pas, on voit si on sent si on, c'est pour ça que c'est intéressant d'en faire plusieurs et de les faire de manière progressive. On se rend compte qu'au fur et à mesure, on peut tester les choses qui passent. Est-ce qu'on est plutôt sensible à la prise de glucides? Est-ce qu'on est quelqu'un qui est capable déjà de tenir longtemps sans forcément avoir besoin de énormément s'alimenter? Là encore une fois, chaque individu est différent et c'est au travers de ces week-ends chocs ou des pré-blocs qu'on se rend compte si on a tel ou tel axe d'amélioration, quoi. Ok, ouais, donc on a parlé de l'avant, on avait bien évidemment parlé du pendant, on a évoqué aussi la nutrition. Finalement, il va nous manquer une seule chose pour conclure sur ce week-end choc, Nicolas, bah, c'est l'après, parce que alors l'après, j'imagine, sans faire
de spoiler. J'imagine que une fois qu'on a fait beaucoup d'heures d'entraînement dehors, qui plus est, en course à pied, on va être tenté de se reposer, hein. Je pense que articulairement, musculairement, je m'arrête si je dis une bêtise, mais ça doit être plutôt une bonne idée. Combien de jours de repos tu donnes, ou est-ce que des fois on peut enchaîner avec un petit peu de vélo? Et puis deuxième question dans la question, imaginons que tu donnes 2 jours de repos après ton week-end choc. Vu que c'est des jours de repos, est-ce que je dois manger parce que finalement je fais pas de sport donc je mange pas? Ou est-ce que j'ai des stocks à reconstituer? Comment tu pilotes l'après week-end choc pour qu'il soit bien assimilé? C'est quand même le but. Là, encore une fois, je ne suis pas spécialiste non plus de la question absolument, mais je pense qu'il faut souvent se référer au bon sens. Donc, effectivement, sur une sortie de bloc de week-end choc, on va recommander au moins 3 ou 4 jours de repos complet. Alors, peut-être un petit peu de vélo de récup ou des exercices de récupération, des massages, etc. Donc, ça peut pas faire de mal, ça c'est clair. Il y a effectivement, dans le cadre de ces week-ends chocs, pas mal de choses qui se passent au niveau des adaptations, donc ça c'est sûr. Et pour que ces adaptations elles se passent, il faut évidemment reconstituer son stock de glycogène, manger de la protéine, etc. Donc ça c'est clair que c'est absolument indispensable. Après, en ce qui concerne, tu en parlais, hein, c'est un souci, je pense aussi beaucoup chez les dames, quand on fait énormément d'heures d'entraînement, et c'est un gros problème chez nous, hein, quand on a un déficit calorique, a priori, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau hormonal, etc. Ça peut notamment mener au syndrome REDES, hein, qu'on appelait avant la triade de la sportive féminine, hein. Donc c'est un déficit calorique qui amène un dérèglement hormonal, qui amène des aménorrhées, donc des absences de règles, et qui Oh, amène... mais t'embête pas à le euh, définir, ah, Nicolas. Le sujet est sur le podcast Nolio. Donc voilà, voilà. la Donc, simple élocution et nous pouvons renvoyer au podcast voilà. correspondant. Donc vous en saurez plus avec cet épisode. Et donc, effectivement, c'est un gros sujet, c'est-à-dire qu'on dépense tellement de calories qu'effectivement, à un moment donné, il faut, je pense, pour en revenir au bon sens, c'est euh, la sensation de satiété, par exemple, ou la sensation de faim. Vraiment être hyper attentif à ça. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis assez rassasié? Je me fie énormément à ça dans mon cadre perso, et c'est ce que je conseille aussi aux athlètes. Après, bien évidemment, ben, les conseils habituels, hein. Ces week-end chocs, eh bien, continuer, on va dire, continuer sur une alimentation équilibrée. De vitamines, de minéraux, etc. Et surtout être attentif à ce que je disais, à sa sensation de faim, à la sensation de satiété, etc., qui sont des très bons indicateurs pour savoir si on est en déficit, ou si, voilà, moi je pense que il faut se rappeler à notre bon sens, quoi. Ok, ouais. Et est-ce que tu as eu des coureurs qui t'ont fait des retours un peu particuliers là-dessus, certains qui n'avaient aucune sensation de faim les jours d'après, et d'autres qui, au contraire, t'ont rappelé pour te dire, voilà, Nicolas, je suis en train de vider les placards, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai pas souvent ce type de retour, parce que en règle générale, on communique pas trop sur ce type la relation à l'alimentation, etc. Moi, ce que je Ah peux bah, dire, c'est que c'est ça que doit pas les perturber, alors sinon ils ouais, te le diraient quand même. j'ai peu de retours. Après, j'ai pas énormément de temps d'expérience non plus, hein. Mais si je peux parler un petit peu personnellement, c'est vrai que moi, et c'est encore plus vrai, alors je sais pas pour quelle raison, c'est peut-être uniquement lié à moi, mais plus je travaille à basse intensité ou à intensité modérée, et longtemps, et plus j'ai la sensation de faim, et effectivement, je suis très attentif à ça pour mon alimentation dans les jours qui suivent, quoi. Ça, c'est vrai que je suis très, très attentif à ça. Après, les retours d'athlètes, non, en toute sincérité, j'ai pas trop de retours sur ce point de vue-là, non. Ok, ouais. Eh ben écoute, c'est très clair. C'est très clair pour moi. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ces week-ends de l'extrême, Nicolas?
Ouais, Alors, week-end de l'extrême, moi, je mettrais. Ouais, effectivement, je mets comme pour reboucler un petit peu la boucle. C'est vrai que c'est week-end de l'extrême, week-end choc, etc. C'est Quand on un dit peu choc, en tendance. fait, c'est juste que c'est pas habituel. C'est ça, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est ce que dit très bien Guillaume Millet dans son ouvrage, c'est de créer des adaptations, c'est de choquer et pas de détruire. Hmm. C'est là où c'est très intéressant, c'est à quel moment je vais être capable de choquer pour créer des adaptations qui vont me servir dans le cadre de mon ultra, et non pas de détruire et de me blesser, ou etc. Et donc, c'est pour ça que, en fait, ce que je voudrais ajouter et insister, j'en ai parlé un petit peu avant, mais la banalisation de l'ultra fait que on a l'impression que n'importe qui peut faire l'UTMB, n'importe qui peut faire le Grand Raid de la Réunion. Et d'ailleurs, je crois que Oui, tu on en le parlais, voit sur YouTube. ouais, je crois que tu en parlais d'ailleurs très bien dans un de tes épisodes euh, euh, que je suis de manière très proche. Mais c'est pas anodin l'ultra. Moi, ce que je pense, c'est que on a vraiment tendance à le banaliser et que on se rend peut-être pas aussi compte de ce que les athlètes élites, de ce que les gens qui ont l'habitude ou qui durent dans l'ultra mettent en face pour arriver à durer dans ce sport. Et c'est aussi notre rôle en tant que coach professionnel et avec un petit peu d'expérience aussi, de mettre en avant tous ces warnings quant à la préparation dans le cadre d'un ultra. Si je ne suis pas en mesure de faire quelques week-end shocks par-ci par-là, si je ne suis pas en mesure de, de dédier une partie de ma vie à cet objectif-là, est-ce que j'ai vraiment intérêt à faire un ultra? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Déjà, la question, c'est hyper important, c'est le why, c'est pourquoi je me mets dans cet ultra-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et euh, qui vient vraiment du plus profond de moi et que j'ai envie de faire parce que c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir et que je veux mettre tous les moyens pour y arriver? Ou est-ce que c'est un objectif, ou est-ce que c'est une raison qui est un peu plus extérieure à moi-même et pour faire plaisir aux copains, pour faire comme les autres, pour montrer que je suis le meilleur ou que je suis le plus résistant? Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur ces points de vue-là, et la banalisation de l'ultra aujourd'hui, euh, elle peut avoir tendance un peu à nous amener aussi un peu dans le mur. Et c'est aussi là l'importance des coachs professionnels, c'est aussi de faire en sorte que mettre devant l'évidence les athlètes en leur disant, si tu veux faire un ultra bien préparé et de la meilleure des manières qui soit, à ton niveau, il faudra mettre en face tout un tas de processus et tout un tas une organisation de vie. On n'a pas parlé de l'organisation, mais c'est par là qu'on commence aussi, nous, en règle générale, quand on planifie un objectif, c'est qu'on planifie notre objectif final et puis on planifie à l'avance les week-end chocs ou les week-ends de préparation qui vont servir dans le cadre de cette préparation. Donc c'est en amont que ça se travaille sur, on va dire, un ultra, ça se travaille de notre point de vue sur 6 mois minimum, avec déjà un background assez conséquent. Ouais, Donc, alors, je te coupe, hein, Nico, mais c'est amusant parce que on a fait un podcast donc, sur la périodisation avec Patrick Bringer. Et donc, lui évoque à demi-mot à des moments des week-ends un peu plus durs que d'autres. C'est pour ça que ton podcast arrive à point nommé juste derrière. Et quand il nous a parlé de périodisation, eh bien, mis bout à bout, je crois qu'on n'était pas loin hum. de ces 6 mois, effectivement. Ouais. Ah ouais, c'est ce que je pense qu'on doit mettre en place pour arriver à quelque chose de conséquent, enfin de cohérent, pardon, par rapport à l'objectif. Et je le dis encore une fois, je le répète, hein, mais si effectivement, nous, ce qu'on aime faire, ce qu'on conseille, c'est d'arriver à essayer de respecter le ratio distance dénivelé de la course autant que possible, mais ça dépend aussi du niveau de la personne, de ses disponibilités, etc. Et on va faire en sorte que, voilà, euh, l'organisation de ce week-end choc soit pas, comme je dis moi souvent à mes athlètes, ça ne doit pas rentrer au chausse-pied non plus. Si ça rentre au chausse-pied, voilà, on évite que ça se fasse. Il faut que ça se fasse en toute intelligence et que ça rentre dans le cadre d'une préparation annuelle. Et moi, ce que j'ai tendance trop à voir aussi, je donne pas de leçon quand je dis ça, mais euh, préparer un ultra et faire sur les 6 mois qui précèdent, faire une dizaine de courses intermédiaires
dont les formats de course sont pas cohérents dans le cadre d'une planification, etc. Pour moi, c'est pas judicieux parce que l'ultra, ce doit être, de mon point de vue, ou les ultras, s'il y en a plusieurs, hein, voilà, ça arrive aussi, mais ça doit être l'objectif principal. Et donc, pour arriver à cet objectif principal, il faut du temps, il faut laisser au corps le temps de s'adapter. Et puis surtout, il faut lui laisser, il faut il faut l'amener, il faut amener son corps vers du moins spécifique vers le plus spécifique, et donc l'effort faible intensité et de longue durée. Voilà, donc c'est un petit peu les warnings que je voulais donner nous concernant. D'autant plus que toi, tu nous parles de ce que tu vois, c'est-à-dire le trail, mais quand je te parle de cette course à travers la France, on est sur une nouveauté. Là Mhm. aussi, autre nouveauté, c'est la natation longue distance. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais là aussi, bah voilà, de plus en plus de gens qui ne sont pas issus d'un cursus de nageurs de haut niveau au collège et au lycée, bah voilà, se mettent à vouloir faire un 10 km de natation, parce que c'est rigolo, en eau libre, peut-être parfois s'ils ont l'organisation qui va bien. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus ce désir hein, de longueur à l'Ironman. L'Ironman qui ne s'essouffle pas malgré des tarifs Mhm. d'inscription parfois rédhibitoires et une organisation matérielle qui est au-delà de tout. Donc le désir est là, mais méfiance pour que, à côté du désir, on mette le plaisir. Exactement, exactement. On en revient à ce qu'on disait, hein, que ce soit dans le cadre de la natation longue distance, de l'Ironman, etc. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte Swimrun, tu sais aussi, du run, avec etc. Thilo, là, qui Exactement. t'occupe un moment. Hein. Toutes ces épreuves de longue durée, voire de très longue durée, il faut quand même se rendre compte de ce qu'il faut mettre en face. Et la première des choses à faire, comme le disait Thomas Laure Blanchet, je trouve que c'est très juste, c'est le sport. Lui, en l'occurrence, il disait ça par rapport au trail, ça va être la chose, la principale, comment il disait, la chose principale, la chose secondaire des Ouais, choses ouais, principales. ouais, oh là là, on l'a tellement dit. Je me Bah, rappelle plus exactement le maître. je suis sûr qu'en tapant dans Google, ça apparaît parce que elle a tellement été reprise. Il a raison quand il dit ça. C'est-à-dire que si on doit tout changer, tout chambouler dans sa vie pour faire de l'ultra trail ou un Ironman ou etc., est-ce que ça vaut la peine de le faire? Voilà, c'est un peu le risque aussi de l'ultra distance, de l'ultra endurance, hein, c'est Ah, euh, voilà, ça reste la chose principale des choses secondaires. la chose principale des choses secondaires. Voilà, Exactement. Tellement cité vrai, par La Montagne, tellement vrai, tellement vrai, journal du Puy-de-Dôme. tellement vrai. Donc voilà, un petit peu pour cet aspect-là, voilà, réfléchir au why, au pourquoi, et c'est la Mhm. première des choses à faire, je pense. Et du coup, on peut y réfléchir pendant un week-end choc parce que quand on fait 6 heures dans nos courses, on a le temps de réfléchir. Non, en règle générale, si on arrive au week-end choc, c'est qu'on Ah, il a faut réfléchi réfléchir à tout avant. ça avant. Voilà, Ah, avant, ok, avant. ok. Mais on peut Et, affiner. et toi, Hugo, du coup, tu fais des week-end chocs, toi? Oui, oui, tout à fait. Alors, ils sont un peu lissés parce que j'ai des disponibilités qui sont un peu différentes. Puis souvent, mon week-end, Mhm. c'est le mercredi-jeudi. Donc, bon, c'est Mhm. toujours un peu délicat. Mais ouais, effectivement, je pratique la chose. Et effectivement, on fait de moins en moins extrême. Eh oui, eh oui. Écoute, Nicolas, ben, j'ai plus de questions. On arrive Magnifique. à la fin. Est-ce que tu veux que je te laisse la conclusion? Ben écoute, je tenais à te remercier encore une fois et à remercier Nolio d'ailleurs, Nolio que j'utilise depuis un moment déjà et qu'on utilise avec Expert Sport Coaching. Je salue mes associés Thomas, Benjamin et Olivier, hein, avec qui on a démarré, on a poursuivi la fabuleuse aventure qu'a commencé Thomas Pigois depuis un an. Et donc on fait une vraie équipe et voilà, on a chacun nos spécificités, on a chacun notre approche, mais on a tous la même passion, hein, et donc je les salue. Et puis je te souhaite à toi, Hugo, une bonne saison, hein, qui arrive. Je sais que tu as des beaux objectifs. Et puis voilà, Eh ben, je te remercie, Nico. À à très bientôt. vite. On t'écoutera avec plaisir dans le Let's Try podcast, puisque en général, on n'en a jamais assez dans les oreilles. Il nous faut toujours des belles choses comme ça. Salut! Merci Hugo, salut, ciao.